Réaliser une ANOVA à un facteur approche post-hoc est en fait très proche de la réalisation du test T pour échantillon indépendant. La seule différence, comme je l'ai déjà précisé, c'est qu'à partir du moment où on va comparer la moyenne de plus de 2 groupes et que le test ANOVA nous permettra de déterminer si au moins une des moyennes diffère significativement d'au moins une des autres, il sera nécessaire de poursuivre les analyses en réalisant ce qu'on appelle des post-hoc ou comparaisons 2 à 2, une fois qu'on aura la certitude que effectivement au moins une des moyennes est significativement différente des autres. Dans cette vidéo, je vais entièrement réaliser l'exercice que vous voyez à l'écran. Je vais dans un premier temps bien décortiquer l'énoncé pour démontrer en quoi l'hypothèse qui y est posée peut être testée à travers une ANOVA approche post-hoc. Comme dans le cadre du test T, vous verrez qu'il existe une ANOVA classique et une ANOVA de Welch, qui est en fait une généralisation du test T de Welch. Et pour exactement les mêmes raisons que celles développées dans la vidéo précédente, nous allons systématiquement privilégier l'ANOVA de Welch. Une fois ce choix posé, nous allons clairement poser les hypothèses mathématiquement. Ensuite, nous procéderons à une petite analyse descriptive qui servira à observer la distribution des scores au sein de chacun des groupes définis par le facteur, pour enfin vérifier les conditions d'application de l'ANOVA de Welch, réaliser le test de Welch et enfin conclure en respectant les normes EPA. Une fois qu'on aura passé toutes ces étapes, nous reproduirons l'analyse via le menu de la régression en vue de déterminer les équations des modèles compacts et augmentés. Vous savez que l'ANOVA à un facteur pour échantillon indépendant est une généralisation du test T pour échantillon indépendant, et donc c'est un test qui sera adéquat pour tester une hypothèse lorsque la variable indépendante est de type catégoriel à 2 ou plus de 2 modalités, et que la variable dépendante est de type scale, bien entendu avec des échantillons indépendants. Dans cet énoncé, on précise que l'on souhaite comparer l'efficacité de 3 tests d'attention, sans idée au préalable à l'avance sur les méthodes qui devraient être les plus efficaces, et qu'on a testé 15 sujets qui ont été répartis aléatoirement dans l'un des 3 groupes. Pour chaque sujet, on a calculé un score d'attention et on s'attend à observer des différences d'attention entre les 3 groupes. Si on a des raisons de penser que les 3 tests d'attention n'auront pas la même efficacité, c'est qu'on pense qu'il y a un effet du type de test sur le score d'attention. Du coup, la variable test, celle qui va définir les 3 groupes se rapportant à chacun des 3 tests d'attention, va bien constituer la variable indépendante. Il s'agit bien d'une variable catégorielle contenant ici 3 modalités puisque 3 tests d'attention. La variable dépendante, celle qui va être influencée par le test, c'est le score d'attention. On comprend donc qu'on est bien dans le contexte d'une ANOVA à un facteur pour échantillons indépendants, puisque les sujets ont bien été répartis aléatoirement au sein de l'un des 3 groupes. Reste à déterminer si nous sommes dans un contexte d'une approche a priori ou a posteriori. Et pour le savoir, on doit se demander, est-ce que dans cet énoncé, on spécifie avoir une idée à l'avance d'où pourrait se trouver la différence ? Dit autrement, est-ce qu'on a une idée du fait qu'une méthode pourrait être particulièrement plus efficace qu'une ou plusieurs autres méthodes ? Et ici, clairement, ce n'est pas le cas, puisqu'on spécifie que nous n'avons pas d'idée au préalable sur là où les méthodes qui devraient être les plus efficaces. Autrement dit, on va devoir comparer toutes les méthodes 2 à 2 et déterminer où se trouvent les différences. On est donc bien dans une logique d'approche post-hoc. L'ANOVA de Fisher est une généralisation du test T de Student. L'ANOVA de Welch est une généralisation du test T de Welch. Et de manière logique, du coup, les conditions d'application de l'ANOVA de Fisher sont les mêmes que les conditions d'application du test T de Student, à savoir échantillon simple, aléatoire et indépendant, normalité des résidus et homocédasticité. Alors que les conditions d'application de l'ANOVA de Welch sont échantillon simple, aléatoire et indépendant et normalité des résidus. L'ANOVA de Welch ne requiert pas la condition d'homocédasticité. Et c'est pour cette raison que nous allons privilégier systématiquement l'ANOVA de Welch, peu importe le résultat au test de Leven, qui servait pour rappel à vérifier la condition d'homocédasticité. L'hypothèse du chercheur, c'est qu'au moins une des moyennes sera significativement différente des autres, c'est-à-dire qu'au moins un des 3 tests donnera des performances en termes de score d'attention différents des 2 autres tests. L'hypothèse nulle est que tous les échantillons sont extraits de populations ayant exactement la même moyenne. Autrement dit, mu1 égale mu2 égale mu3.
Le fichier sur lequel nous allons travailler est le fichier attention.omv. C'est le fichier que nous avions utilisé pour développer l'exemple pour le test T pour échantillon indépendant. La seule différence est que plutôt que de considérer la variable test T comme variable indépendante, nous allons considérer la variable test qui contient bien les trois modalités Gold, Teach et T. Nous avons choisi le test ANOVA de Welch, nous avons posé les hypothèses. À présent, nous allons réaliser une petite analyse descriptive avant de réellement se lancer dans le test inférentiel. On va faire le même type d'analyse que précédemment. Je vais me rendre dans Analysis Exploration Descriptives. Je vais spécifier la variable test comme étant la variable indépendante, le score comme étant la variable dépendante, et je vais demander, de manière peu surprenante vu le test qu'on est en train de réaliser, moyenne et écart type. Je vais aussi réaliser des boxplots au sein de chaque groupe pour voir s'il y a des sujets qui ont un comportement extrême, c'est-à-dire qui ont un score d'attention anormalement élevé ou faible par rapport aux autres sujets appartenant au même groupe. Si on regarde les moyennes, on observe que les moyennes de Teach et T sont relativement similaires, il n'y a pas d'énorme différence entre les deux. Par contre, la moyenne de Gold a l'air beaucoup plus élevée que les deux autres. On verra bien les analyses si elles nous révèlent bien que, effectivement, le test Gold est significativement plus efficace que les deux autres. En termes d'écart type, on n'observe pas des différences très marquées. Ceci dit, le groupe Gold a une dispersion légèrement plus élevée que le groupe T, du moins au niveau de l'échantillon. Ça ne veut pas forcément dire qu'il y a des différences énormes au niveau de la population. Je vais regarder maintenant les boxplots. On observe que les distributions de Teach et T sont relativement symétriques, vraiment à la grosse louche, bien sûr. Si vous analysez en détail, vous voyez que la médiane n'est pas exactement au milieu pour Teach. Mais ceci dit, on a des moustaches qui ont relativement la même taille d'un groupe à l'autre, donc on a une distribution assez proche de la symétrie. Par contre, la distribution de Gold, elle présente une asymétrie négative. Vous voyez, il n'y a pas de moustache supérieure, il y a une moustache inférieure, il y a la médiane qui est plus proche du premier quartile que du troisième quartile. Précisons quand même que c'est loin d'être une asymétrie extrême. On n'a pas une moustache très courte vs une moustache très longue avec des valeurs extrêmes dans le même sens. En général, ça ne posera pas trop de soucis, du moins s'il y a assez de sujets dans la base de données. Rappelons quand même que dans cet exemple, on a très peu de sujets. Donc c'est vrai que plusieurs chercheurs pourraient être amenés à conclure que dans un cas comme celui-ci, on a plutôt intérêt à utiliser un test non paramétrique, soit le test que vous verrez au prochain chapitre. Normalement, lors de l'évaluation, on ne vous demandera pas de choisir par vous-même entre un test paramétrique ou non paramétrique. On vous spécifiera quelles sont nos attentes à cet égard. Mais par contre, on pourrait très bien vous demander, voilà, nous souhaitons faire un test non paramétrique, qu'est-ce qui pourrait justifier ce choix ? Je vais refermer cette parenthèse puisque ça ne fait pas vraiment l'objet du chapitre qu'on est en train d'étudier. Dans le cas présent, on va bien réaliser une ANOVA à un facteur pour échantillon indépendant et plus précisément une ANOVA de Welch. J'ai parlé de la symétrie, je n'ai pas encore regardé la présence de valeurs extrêmes. Eh bien ici, il n'y en a pas, il n'y a aucun point qui ressort des moustaches, et donc nous ne mettons pas en évidence de valeurs extrêmes pour aucun des groupes. Nous allons maintenant réaliser notre ANOVA, et pour ce faire, vous pouvez vous rendre dans Analysis, ANOVA, et choisir le menu One Way ANOVA. Vous allez commencer par placer correctement la variable indépendante test en grouping variable, et la variable dépendante dans la zone prévue pour les variables dépendantes. La première question qu'on a dû se poser, c'était quel test est-ce que je voulais réaliser ? Et la réponse qu'on y a apportée, c'était l'ANOVA de Welch. Voyez que dans le menu One Way ANOVA, par défaut, c'est bien l'ANOVA de Welch qui est sélectionnée. Prenez toujours bien une seconde, ceci dit, pour le vérifier. On ne sait jamais que le défaut ait changé, que vous ayez fait une fausse manip et sélectionné le mauvais test. Ensuite, on doit se demander quelle était notre hypothèse. Nous avons vu que l'hypothèse était qu'au moins une des moyennes diffère significativement des autres, sans attente précise quant à l'endroit de la différence, ce qui relève bien du post-hoc. Le menu Analysis ANOVA One Way ANOVA ne permet pas de faire d'autres analyses que des post-hoc, donc il n'y a pas besoin de spécifier quoi que ce soit en termes d'hypothèse. Vous verrez que plus tard on se rendra dans cette zone post-hoc qui vient ici en dessous. Ensuite, on doit se demander quelles sont les conditions d'application. Puisqu'on a sélectionné l'ANOVA de Welch, la seule condition statistique à vérifier est la normalité des résidus, et vous pouvez le faire via le test de Shapiro-Wilk, en gardant bien à l'esprit toutes les limites que j'ai déjà mentionnées précédemment relativement à ce test, et le QQ-plot. Je vais commencer par regarder le QQ-plot.
On observe que les points forment un très léger S, mais vraiment très très léger. Dans l'ensemble, la majorité des points restent quand même relativement proches de la diagonale, et donc a priori, la condition de normalité ne semblerait pas poser trop de soucis dans le cas présent. On va regarder le test de Shapiro-Wilk, et vous voyez que nous avons une p-valeur qui est supérieure au risque alpha de 5%. Nous allons donc conclure à un non-rejet de l'hypothèse de normalité des résidus, bien que, gardez bien à l'esprit qu'il faut faire très attention quant à l'interprétation de ce test d'hypothèse, d'autant plus qu'ici on a vraiment très peu de sujets et que donc le test est très peu puissant. Mais malgré tout, si on le combine au QQ-plot, ça peut nous donner une certaine confiance quant au fait que la condition de normalité ne va pas être trop problématique dans cet exemple. Puisqu'on a choisi le bon test, qu'on a fait les analyses descriptives, posé clairement les hypothèses et vérifié toutes les conditions d'application, nous pouvons maintenant observer la sortie de l'ANOVA de Welch pour décider si oui ou non, au moins un des tests donne des résultats en termes d'attention significativement différents des autres. On trouve une statistique significative. Voici la valeur de la statistique, les degrés de liberté qui s'y rapportent et la p-valeur. Et on voit bien que cette p-valeur est inférieure au risque alpha de 5%, si on considère bien sûr le risque alpha de 5% comme étant la valeur à partir de laquelle on considère qu'on va rejeter l'hypothèse nulle. Je vais agrandir mon fichier Word pour pouvoir noter les normes épiées correctement. Voilà. Comme toujours, nous allons séparer par un point-virgule ce qui relève de la valeur de la statistique et ce qui relève de la p-valeur. La statistique F est associée à 2 degrés de liberté, le premier vaut 2, le deuxième vaut 7,96, et la statistique en tant que telle vaut 28,80. La p-valeur a un score tellement bas qu'en fait, elle est notée dans le logiciel comme étant inférieure à 1 millième. Vous pouvez reproduire cette notation, écrire inférieur à 0,001. C'est en fait un des deux seuls cas dans lesquels on n'écrira pas directement p égale. Si la p-valeur est très proche de 1, eh bien on écrira p supérieur à 0,999. Si elle est très proche de 0, on écrira p inférieur à 0,001. Et dans tous les autres cas, on écrira p égale suivi de sa valeur exacte. Quoi qu'il en soit, notre p-valeur est inférieure au risque alpha à 5% et nous amène donc à rejeter l'hypothèse nulle. On peut conclure que au moins un des tests entraînera des performances en moyenne significativement différentes des autres tests. Nous avons 3 tests, GOLD, TEACH et T. Nous savons qu'au moins un des tests est significativement différent d'au moins un des autres. Si on se réfère au descriptif, on avait l'impression que le test GOLD donnait des scores d'attention meilleurs que les 2 autres tests, et que par contre, il n'y avait pas de grande différence entre TEACH et T. Ceci dit, il est possible que le test mette en évidence une différence significative entre TEACH et T. Le seul moyen de le savoir, eh bien, c'est de regarder. Nous allons réaliser des comparaisons 2 à 2 via un post-hoc. Pour retourner dans le menu de l'ANOVA, vous pouvez cliquer sur n'importe lequel des outputs qui se rapportent à l'ANOVA. Ce faisant, le menu va se réouvrir et vous pouvez cliquer sur post-hoc. En respectant exactement la même logique que celle qui nous a amené à privilégier systématiquement l'ANOVA de Welch plutôt que l'ANOVA de Fisher, nous allons choisir un post-hoc, un type de comparaison 2 à 2 qui ne requiert pas la condition d'homocédasticité et il s'agit du test de Games-Howell. Voici l'output Games-Howell. Vous voyez qu'il s'agit d'un tableau à double entrée. Vous avez toutes les modalités du facteur de la variable indépendante qui apparaissent en ligne et en colonne. Et lorsque 2 modalités se croisent, on voit des informations qui se rapportent à la différence de moyenne entre ces 2 informations. Et est-ce que cette différence est ou pas significative? Attention, déterminer s'il y a une différence significative entre 2 moyennes peut vous évoquer le test T. Faire ce post-hoc ne revient pas à la même chose que de faire plein de tests T. À chaque fois qu'on réalise un test, il y a un certain risque alpha qui est associé à ce test. Mettons qu'on choisisse le risque alpha à 5%, comme on le fait habituellement. Eh bien, si vous réalisez plusieurs tests T pour faire toutes les comparaisons 2 à 2, vous allez cumuler le risque alpha, si bien qu'au final, le risque alpha sera bien plus élevé que celui que vous espériez avoir. Dans les comparaisons 2 à 2 réalisées dans le post-hoc, il y a en fait une correction sur chacun des risques alpha, de sorte que le cumul de tous les risques alpha ne dépasse pas 5% au final. Alors, on observe qu'il y a une différence significative entre Gold et Teach. Vous voyez que la différence est de 9,20 points. Nous savons que c'est dans le groupe Gold que la tension est la plus élevée, puisque nous l'avons déjà vu d'un point de vue descriptif. Et donc, on peut en déduire que le test Gold donne des résultats d'attention significativement meilleurs que le test Teach. Il y a également une différence significative entre Gold et T. Cette différence vaut 9,8 points. De nouveau, on sait que c'est dans le groupe Gold que les résultats sont les meilleurs, et donc on peut dire que Gold donne des résultats significativement meilleurs que le groupe T.
Il n'y a par contre pas de différence significative qui a été mise en évidence entre teach et t. Je vous rappelle que ça ne veut pas forcément dire qu'il n'y a pas de différence, mais en tout cas on n'a pas pu détecter une différence comme étant significative, si bien qu'au final on peut conclure de ce post-hoc que Gold semble sembler des résultats significativement meilleurs que tant les tests teach et t, sans que nous n'ayons pu mettre en évidence de différence entre ces deux derniers tests. Ici, j'ai conclu sur le sens de la différence entre Gold et les autres tests parce que je me souvenais de ce qu'on avait fait au tout début. Si jamais vous avez un doute, n'oubliez pas que nous avons coché des descriptives en termes de table et aussi de graphique et que donc vous pouvez toujours retourner voir ces informations descriptives pour vous aider à conclure. Ici, très nettement, on voit bien que la moyenne du groupe Gold semble plus élevée que celle des groupes Teach et T. Maintenant que nous avons choisi le bon test, posé ses hypothèses, vérifié ses conditions d'application et réalisé le test de sorte à pouvoir conclure qu'effectivement il y avait bien des différences entre certains groupes et que nous avons pu déterminer où se trouvaient ces différences, reste à présent à définir les équations du modèle compact et du modèle augmenté. Le modèle compact est un modèle qui ne prend en compte qu'une information très générale, qui est la moyenne générale de la VD au sein de la base de données. Je vais calculer cette information en passant par Analysis Exploration Descriptives. Je vais spécifier que je m'intéresse à la variable score et je vais regarder quelle est la moyenne de cette variable. Je trouve 14,27. Mon modèle compact est donc estimation du score égale 14,27. Vous savez que j'aurais aussi pu ne pas mettre d'accent sur score. J'aurais alors écrit une équation qui sert à déterminer le vrai score et j'aurais dû rajouter derrière mon équation plus erreur du modèle compact. Le modèle augmenté, en plus de cette information très générale, prend dans l'information relative au groupe d'appartenance du sujet. Est-ce que le sujet a été exposé au test Teach, Gold ou T? Je vais me rendre dans le menu Analyze, Regression, Linear Regression. Je vais spécifier que ma variable test est le facteur et que la variable score est la variable dépendante. Dans la vidéo précédente, j'avais spécifié que dans l'équation de régression, les coefficients de régression partielle ne pourront être associés qu'à un prédicteur continu ou à un prédicteur catégoriel dichotomique. Or ici, notre facteur contient 3 modalités. Il n'est donc pas dichotomique. Et pour cette raison, automatiquement, lorsque je vais placer le facteur test dans le menu de la régression, ce facteur sera décomposé en m-1 prédicteur dichotomique où m est égal au nombre de modalités du facteur test. On aura donc 3-1 égale 2 prédicteurs. L'idée, c'est que toute l'information contenue dans le facteur test sera décomposée entre ces deux prédicteurs, que je vais décrire dans quelques instants. Et donc, connaître l'information relative à ces deux prédicteurs revient exactement au même que de connaître l'information de la variable test. La question, c'est de nouveau de savoir comment est-ce qu'on va coder les observations dans ces deux variables dichotomiques. Et le programme propose 2 méthodes de recodage. Si la zone Reference Levels n'est pas développée chez vous, vous pouvez la développer dans le menu de la régression linéaire. Et vous voyez que par défaut, l'option sélectionnée est Reference Levels. Vous voyez qu'il y a une des modalités du facteur qui est choisie comme niveau de référence. Par défaut, il s'agit de la première modalité du facteur. Il est possible de changer ça si vous le souhaitez, mais ce n'est pas vraiment pertinent pour ce qui nous concerne en tout cas. Et si vous choisissez cette option-là, la valeur des coefficients correspondront à la différence de moyenne entre ce niveau de référence et un des autres niveaux. Nous n'allons pas opter pour cette méthode de codage puisque cela amène à créer des prédicteurs qui ne sont pas centrés. Or, comme je l'ai déjà rappelé, nous allons toujours privilégier des prédicteurs centrés. Nous allons choisir l'option Grand Mean Simple Coding. Et là, nous allons avoir des prédicteurs avec des codes centrés. De nouveau, comme je l'ai dit précédemment, je vais créer une vidéo à part pour expliquer comment sont recodées les variables, ce qui vous permettra de comprendre comment utiliser l'équation de régression en vue de faire des prédictions. Dans le cas présent, retenez tout simplement que ces prédicteurs sont centrés de sorte que s'il y a bien le même nombre de sujets dans chacun des groupes, le bêta 0 sera exactement égal à la moyenne générale de la variable dépendante. Vous voyez, quand j'ai coché l'option Grand Mean Simple Coding, le bêta 0 est devenu 14,27, ce qui correspond bien à la moyenne générale de la VD, comme on l'a déterminé il y a quelques minutes. Il ne nous reste plus qu'à écrire cette équation, ce que je vais faire ici. Notre bêta 0 vaut 14,27, le bêta 1 vaut moins 9,20, que je vais multiplier par le premier prédicteur dichotomique. Dans la mesure où ce prédicteur contient une partie de l'information de la variable test,
je vais nommer ce prédicteur test et rajouter en un le nom qui lui est donné dans l'output. Je vais l'appeler teach-gold. Dans la vidéo où j'expliquerai la manière dont sont codées les variables dichotomiques, vous comprendrez qu'en fait gold fait allusion au groupe de référence et que teach est la modalité sur laquelle on se centre en fait dans ce prédicteur. Bêta 2 vaut moins 9.80 et à nouveau, je vais donner comme nom au prédicteur test avec en indice t-gold, soit le nom qui lui est donné dans l'output. Et voici l'équation du modèle augmenté.